rentrer maintenant dans le vif du sujet. Je vais vous parler de quelques femmes ingouvernables. C'est un sujet important, une thématique importante, et je voudrais vous remercier de l'avoir mise sur la place publique, et on voit que ça réunit du monde et que ça va continuer, et je pense que c'était important pour vous, vous avez dit, mais je pense que c'est important pour tout le monde que vous l'ayez fait, alors je vous en félicite. Alors je vais vous parler de quelques mères et sœurs qui sont ingouvernables, donc des femmes ingouvernables improbables. En quelque sorte, à prime abord, les mères et les sœurs, du moins les sœurs qui ont des frères, seraient des figures au contraire bien rangées, très sages, piliers de la famille et donc du statu quo, corps au service des autres, au service de la communauté, qui profite ainsi d'un travail non payé et non reconnu. Pourtant, les romans dont je vais vous parler aujourd'hui, je vous donnerai des titres dans un instant, présentent deux mères et une sœur ingouvernables, absolument déchaînées. Il sera question notamment d'infanticide, de matricide, de fratricide, d'inceste et de cannibalisme. Entre autres. Rien donc de plus explosif que ces familles-là. Et ce qui est vraiment significatif, c'est que la famille explose de l'intérieur et que sa destruction est causée par celles, les mères et les sœurs, donc, qui normalement sont chargées de la perpétuer, la famille, et non pas de la tuer. Les mères et les sœurs. Donc, je pars de l'idée suivante. Parce que la maternité demeure l'un des principaux rouages de l'oppression des femmes, et parce que les figures de la bonne mère et de la sœur dévouée, particulièrement à son frère, soutiennent la féminité normative, tout en imposant un modèle féminin inaccessible et culpabilisant. Et c'est pour cette raison que la multiplication des mères et sœurs textuelles radicalement hors normes, comme celle dont je vais vous parler, ébranle cette image et propose une critique radicale. Donc, je vais nommer les romans, les voici, et j'ai mis à côté les noms des personnages principaux, les protagonistes narratrices, qui sont des noms un petit peu particuliers, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, je vous demanderai de les avoir en tête. Alors j'ai choisi ces romans évidemment en résonance avec le thème du colloque, corps et communauté, et justement au centre de ces romans, d'abord on trouve des corps. Des corps de mères, des corps de sœurs, des corps de femmes en principe dociles et asservies, des corps reproducteurs au service de l'espèce, des corps disponibles, des corps livrés aux autres, voués au service des autres corps, à laver, nourrir, consoler, élever, faire jouir, qu'on soit consentante ou non. Donc corps, temps, attention, affection des femmes toujours disponibles, toujours offertes aux autres. En somme, donc, corps féminin chargé de l'entretien matériel et affectif de l'espèce. Corps féminin souvent maltraité, battu, violé, incestué au sein même de la famille. Et tout cela au service d'une communauté qui a à la fois un besoin absolu de ses corps et de ses services et qui méprise les femmes et leur corps. Ici, le care, l'assignation des femmes à l'entretien matériel et affectif, tue le corps des femmes. On n'associe pas non plus habituellement les familles à l'ingouvernable. Rien de plus conforme, au contraire, en principe, que la famille. Les théoriciennes féministes l'ont montré, ce lieu d'amour et de lumière, ce doux cocon originel, est aussi le lieu de la distribution traditionnelle des rôles hommes-femmes, celui où, dès la naissance, s'enseignent et s'imposent les identités genrées. Papa au travail, maman à la maison, un modèle donc blanc, bourgeois, sexiste, raciste, classiste, et j'en passe. C'est là aussi que beaucoup de jeunes font une première expérience de la violence, des coups, des abus, l'inceste, etc. Donc cet ordre familial, qui se traduit par extension en ordre social, marque durablement les jeunes consciences et en vient à paraître naturel. Familier, l'étymologie de famille, familier est la même. Donc cet ordre familial-social paraît à la fois normal, presque invisible et hautement désirable. En somme, la famille fait office généralement de régulateur social des rôles hommes-femmes, de l'hétérosexualité obligatoire et du respect des hiérarchies. Elle enseigne à obéir, comme le dit si bien Suzanne Jacob. Les mères et les sœurs ingouvernables de Ying Chen et de Martine Rondeau refusent tout ça. Elles font éclater la famille et la société.
Pour elle, être ingouvernable, c'est refuser une logique sociale du care qui immole les femmes au profit des hommes. Dans les 3 romans qui m'intéressent, contrairement à ce que dit Karen Rowe des Unruly Women, que souvent elles utilisent beaucoup d'humour et d'excès, dit-elle, dans les romans que j'ai étudiés, il n'y a pas vraiment d'humour, mais il y a une sorte d'humour très grinçant, macabre dans Ravalé, plutôt en général une ironie qui est grinçante, amère, dévastatrice, et surtout effectivement des excès, beaucoup d'excès dans les corps, dans les gestes, dans le langage, dans la forme. Alors, voici comment je vais procéder. Dans un premier temps, je vais parler des romans un par un en étudiant les gestes de la femme ingouvernable qui se trouve au centre de chaque intrigue. Ensuite, je me pencherai sur leur corps ingouvernable et sur la folie qui en découle directement et qui suggère des liens inextricables entre ingouvernabilité, folie des femmes et procès de l'ordre socio-familial. Après, je verrai comment la forme et le langage se font aussi ingouvernables pour revenir en conclusion au corps et aux communautés. Alors, je commence par les gestes avec Ying Chen, Un enfant à ma porte, qui est le livre en apparence le plus sage et le plus classique. Est-ce qu'il y en a qui l'ont lu? Personne? Une personne. Bon, d'accord. Bon, est-ce qu'il y en a qui ont lu Martine Rondeau? Lequel? Le premier, Ultime battement d'eau? Oui, d'accord. Personne n'a lu donc les 2 dont je vais parler? Ben, je vous les recommande. Très, très vivement. Bon, c'est ça. On commence à en parler un petit peu, mais c'est surtout Martine Rondeau n'est pas très connue. Elle mériterait de l'être beaucoup plus. Alors, donc, dans Un enfant à ma porte, Ying Chen met en scène une mère dont le comportement abusif, elle séquestre longuement son fils tout jeune, remet radicalement en cause l'ordre socio-familial qu'elle accuse de tuer les femmes. Un jour, donc, apparaît à la porte de la narratrice et de son mari un enfant d'environ 5 ans que cette femme qui souffre d'être stérile décide immédiatement d'adopter. Dans un premier temps, malgré quelques notes grinçantes sur lesquelles je reviendrai, elle nage dans le bonheur, surtout parce qu'elle se sent enfin une vraie femme avec un enfant. Un jour, lors de la visite en famille qu'ils font au musée de sciences naturelles, elle voit des vers à soie enfermés dans une boîte transparente. L'image même donc des mères sacrifiées pour la reproduction de l'espèce. Le personnage dit, ils sont tués, aussitôt que leur substance vitale, la soie, s'écoule de leur corps, qu'elle est récoltée. Seuls peuvent survivre ceux qui sont retenus pour la reproduction des vers, mais quelle survie, elle serait brève et humiliante. C'est là que la narratrice constate, je cite encore, qu'il y a un immense prix à payer pour devenir mère. C'était une question de vie et de mort, un voyage sans retour, une maladie sans remède que la maternité. Donc très vite, elle a l'impression que c'est elle qui est enfermée dans la boîte de verre. Je fixais le verre mère au point que je me trouvais à l'intérieur de la boîte, que je me mettais à sa place et la sentais en moi. Je voyais nos corps déchirés et détériorés se confondre peu à peu. C'est que la narratrice, effectivement, comme le ver à soie, est atteinte de maternité, cette maladie mortelle et sans remède, comme elle dit. Dès lors, elle souffre très fort de porter presque seule la charge de l'enfant, dont elle dit qu'il mange sa chair et suce son sang. Donc on a aussi un enfant vampire. Quand le mari part en voyage pendant plusieurs mois, elle finit par enfermer son fils qui s'était perdu ou avait fugué dans sa chambre. Je le laissais hurler dans sa prison, dit-elle, et je n'avais pas de remords. Elle ne lui apprend plus rien, le laisse croupir dans la saleté, lui passe rapidement des plats en entr'ouvrant la porte, mais sans lui adresser la parole. Elle cherche à le protéger du monde, dit-elle. Mieux, elle affirme désirer son bonheur. Mais il y a aussi, évidemment, une forme de vengeance. Elle le met dans une boîte, comme elle et la femelle ver à soie ont été mises dans une boîte. Et c'est son fils qui est maintenant enfermé, et non elle. Et pourtant, évidemment, avoir un prisonnier que vous devez surveiller vous emprisonne aussi. Alors, elle ne se libère pas non plus comme ça. À la fin, sauvé par la voisine, le fils s'échappe, laissant la narratrice vidée comme morte. Alors, je passe à Ravalé. Ravalé, c'est un long monologue de Marina Follet. Vous avez vu son nom, je reviendrai sur son sens tout à l'heure, dont le mari meurt au moment où naît enfin leur fils longuement désiré.
Veuve, elle rapporte tout son amour et son désir sur le petit roman, non significatif pour les gens en lettres, n'est-ce pas, allant jusqu'à l'inceste et à la dévoration. Dans un premier temps, des liens très positifs se font entre maternité et créativité littéraire autour, évidemment, du double sens du mot roman, prénom du fils et œuvre de fiction. Mais très rapidement, l'imaginaire de Marina dérape et devient ingouvernable. Mue par un amour dévorant, me dévorant, elle cherche avec l'enfant une fusion totale, pour ne pas dire totalitaire. Elle se fait rapidement incestueuse, décrivant par exemple les fellations qu'elle pratique. Si je peux lui embrasser tout le corps avec amour, pourquoi l'entrecuisse gêne? Si l'enfant murmure « veut manger maman », la mère raconte l'avoir fait cuire avant de le dévorer. Mort, j'avale sa chair, il rentre et reste au bercail. Mon assiette déborde de ses bouts d'amour, boudin parfait. Je l'ai eu, les aimé, les câliner, les faire rire, fait jouir, les embrasser, les dévorer, tout cuit. Alors ce n'est pas métaphorique seulement, ce serait réel. Fusion sexuelle et religieuse, sauvage communion, la dévoration plonge la mère dans l'extase. Par ailleurs, le texte est envahi par la haine. Marina caresse face aux femmes enceintes les mêmes fantasmes de destruction, inséparables de l'autodestruction. Au parc, près du fleuve, j'ai eu envie de kidnapper un bébé, de violenter une femme explicitement enceinte, de renverser une poussette, de me lancer dans l'eau. Elle raconte aussi avoir tué sa propre mère en la clouant sur une croix. Je l'ai ensuite traînée comme un sac d'ordures le jour de la cueillette. C'est lourd, 60 kilos de merde. On peut crucifier sa mère. Elle s'imagine que son fils veut la tuer et enfin imagine se découper elle-même en morceaux et se manger elle-même. Vous voyez que personne n'est épargné. Ma poêle me reçoit en lambeaux. Je m'aime rôti à la ciboulette, en bouillie avec des fèves jaunes, couper, manger, vomir, manger jusqu'à l'ultime entaille. À l'aide d'un petit canif bien effilé, j'appuie, je creuse, je m'écharne pour l'expérience du sang. La pointe sous le sein, coulée jusqu'au ventre. Un coup sec sur la grande lèvre, je m'ouvre. Sans rature, sans rater, couteau semi-automatique, dernier jet, je signe ma propre césarienne. Et ce sont les dernières lignes en même temps du roman. Donc, automutilation, assimilée encore une fois à l'écriture, dernier jet, rature, etc. Suicide et autophagie couronnent le tout. Passons maintenant à ce deuxième roman de Martine Rondeau, Game Over, ou La revanche d'Antigone, que je l'appelle. Je m'appelle Anticorps et je dois vivre cette histoire, affirme d'entrée de jeu la protagoniste de Game Over, qui est née pour la tragédie, dit-elle, comme celle dont elle porte presque le nom. Lasse de porter la charge matérielle et émotive de son frère dévorant, le bien nommé Polytox, donc multiplement toxique, Anticorps, 42 ans, marié mais sans enfant, décide de le tuer. Elle l'attire dans un dépotoir où elle a déjà creusé un trou immense à l'aide d'un camion-pelle et le torture longuement tout en déclinant la litanie de ses crimes contre elle. Cette agression innommable qui constitue l'unique action du texte est en fait causée par les excès du frère. Il a violé sa sœur à répétition durant leur jeunesse et adulte continue de réclamer d'elle des soins constants. Il la vole, l'oblige à le sauver en pleine nuit de ses nombreuses incartades, menace constamment de se suicider. Le fratricide, dans la logique d'Anticorps à tout le moins, est donc pleinement motivé, mais c'est tout de même un acte qui, pour dire le moins, produit le désordre. Du reste, dans les toutes dernières lignes du texte, Anticorps, au lieu de recommencer sa vie en toute liberté, se tire une balle dans la tête et une autre dans le ventre. La transgression du personnage est soulignée par le contraste avec l'Antigone de la tragédie, la sœur pleinement dévouée, celle qui va jusqu'à donner sa vie pour assurer à ses frères une sépulture digne. Alors que Anticorps enterre effectivement son frère, mais dans un dépotoir et après l'avoir elle-même torturé et assassiné. C'est un peu différent. Donc, pour résumer cette partie, je vous ai fait comme l'inventaire de tous ces gestes qu'on voit. Alors, séquestration de l'enfant qui est présenté comme celui qui boit le corps, boit le sang, il mange le corps de sa mère, qui est donc une sorte de figure christique. Et lui, une sorte de vampire, on pourrait dire, ou un cannibale qui mange sa chair. Donc, séquestration,
Matricide, meurtre de femmes enceintes et de bébés fantasmés seulement, inceste pédophilique qui serait réel, cannibalisme, suicide et autophagie. Et dans Game Over, séquestration de nouveau, torture, fratricide, profanation d'un cadavre et suicide. Alors ce n'est pas que dans la culture populaire qu'on trouve des choses de cet ordre-là. On en trouve parfois aussi dans la littérature canonique. Voilà, alors je vais passer, maintenant je vais revenir au plan et passer au corps ingouvernable de ces femmes. En apparence tout à fait conformes aux normes sociales, ces corps sont sans cesse envahis par l'excès. Nous avons vu que la narratrice de Ying Chen se décrit comme un ver à soie, un insecte petit, impuissant, asservi, enfermé dans une boîte et promis à une mort rapide et sans gloire. Mais déjà bien avant, cette femme sentait que la maternité menaçait son corps et son intégrité. Dès l'arrivée de l'enfant, rappelons-nous qu'il surgit à leur porte. Elle n'en a pas accouché, elle ne l'a pas porté dans son corps. Elle voit pourtant son corps se transformer. C'est une femme qui est immortelle dans la série de Ying Chen et éternellement jeune. Mais quand arrive l'enfant, elle se décrit ainsi. Tous me regardaient avancer lentement vers eux, corpulente, maladroite et lasse, d'une allure de poule. Tous se sont exclamés de soulagement et de joie, me trouvant enfin normale avec mes nouvelles rides et mes chairs superflues. Conforme désormais à la norme sociale, l'ironie est palpable ici, la narratrice se sent entrer dans la souffrance et la mort. On ne peut pas mieux dire que la maternité tue la femme. Marina Foley, dans Ravalé, est son corps cercueil et se décrit comme une mère poubelle et comme un camion d'ordures. Elle célèbre son enfant cher à manger, littéralement délicieux. Peau de porcinet et fesses de veau de lait, dit-elle. Elle-même, j'y reviendrai, est une vache qui deviendra vite folle. Et enfin, le nom d'anticorps, vous vous rappelez, A-N-T-I-C-O-R-E, dit bien son rapport quand même au corporel. Il vaut la peine d'abord de rappeler l'étymologie du nom d'Antigone. Il signifie contre et anti-contre et ou descendance. Donc, anticorps est radicalement opposé à sa descendance, en fait, sans pouvoir y échapper, et refuse la place qu'on lui a assignée dans la généalogie. Le titre du livre, Game Over, nous autorise aussi à ces jeux bilingues. Anticorps, c'est aussi l'anticorps, l'anti-corps, le core self. Elle n'a pas de noyau, c'est une femme en deuil de l'enfant qui n'est jamais né, mais aussi en deuil d'elle-même, qui n'a jamais pu être autre chose que la gardienne de son frère, qui n'a jamais pu avoir sa propre vie. Anticorps, c'est aussi l'anticorps au sens plus usuel du mot. La femme d'abord privée de son épanouissement, de sa jouissance, de son corps, qui est asservie au désir de son frère. Donc, anticorps parce que son frère l'a violée, remplie abusivement et en même temps vidée, dit-elle, siphonnée, vampirisée. Les anticorps, donc, n'ont pas pu la protéger contre ce frère toxique. Elle lui dit aussi, tu m'as ligoté mes trompes à force d'exiger des soins. Anticorps, enfin, parce qu'elle n'est plus que voix qui crie et âme qui frappe. Pour se venger, elle a réduit son frère à n'être que corps pénétré par les balles et le tournevis. Elle le perfore littéralement de beaucoup de trous, c'est décrit très longuement dans le texte. Corps dégradé, profané, puisqu'il est traité aussi de chien et transformé en déchet qu'elle met en pièces. Grâce au tournevis, au revolver et à la pelle mécanique avec laquelle elle creuse sa tombe, elle devient donc immense et mortelle, une femme machine de mort, littéralement fatale. Et enfin, alors que les corps sont liés dans le roman à la laideur et à la souffrance, la profanation des corps est un rituel sacré. C'est fait, elle l'a jeté dans le trou, elle s'agenouille et lance de la terre dessus. Mouvement des bras presque beaux, bras en transe. Elle stoppe la cadence et avec ses ongles gratte le sol jusqu'à noircir entièrement ses doigts qu'elle lèche un à un, instant sacré pour elle. Donc pour résumer cette partie, on pourrait dire que dans les trois romans, le corps des mères, des sœurs, des frères et des fils aussi sont attaqués et détruits. Les frontières du corps sont sans cesse traversées par les coups, les pénétrations, les mutilations, les incorporations, et on pourrait affirmer que ces attaques contre le corps physique, qui sont aussi une atteinte contre le corps textuel, comme on le verra dans un instant, sont un premier signe de la folie de ces femmes et de leur récit. Mais convenons tout de même qu'il s'agit d'une folie, elle aussi transgressive. Et j'en arrive justement là à la folie ingouvernable. Pour commettre des gestes violents et transgressifs,
comme ceux que racontent les protagonistes, il faut être folle. Ça semble presque aller de soi. Et comme souvent, ce qui va de soi, si on le regarde bien, ne va pas tellement de soi que ça. Enfin, il faut s'interroger sur ce qui, en principe, va de soi. Alors, dire qu'elles font ces choses folles parce qu'elles sont folles, ce n'est rien dire. Ou pire, c'est commettre une nouvelle violence contre ces femmes en répétant la doxa qu'elles-mêmes dénoncent. Au-delà des folies individuelles, donc, la tautologie, elle tue parce qu'elle est folle parce qu'elle tue, masque une autre folie, celle de la norme sociale. C'est la folie de cette norme que dénonce la folie des protagonistes. Leur folie intente le procès de l'ordre social, leur excès met en lumière un autre excès. Le personnage de Ying Chen tient un discours raisonné, raisonnable, presque cartésien, y compris après le geste fou de la séquestration de l'enfant. Sa folie est donc la moins visible, la plus sournoise en quelque sorte, et peut-être même la plus inquiétante pour ça, parce que même folle, soi-disant, elle parle par syllogisme, par aphorisme, par raisonnement, en apparence très logique. Elle hallucine, on a vu qu'elle s'imagine littéralement prisonnière de la boîte avec le verre de soie, mais elle hallucine vrai, pour ainsi dire. Elle voit clair dans les exigences démesurées de la société face aux mères. L'arrivée de l'enfant signe la mort de la mère, qui à la fois se tue et est immolée pour et par l'espèce. Pour se libérer, elle emprisonne le fils. Pour ne pas mourir, elle serait prête à l'immoler. Autrement dit, il est dit très explicitement que sa folie est causée par l'obligation d'assumer seule la charge de cet enfant et par l'obligation sociale d'être une mère dévouée qui ne vit que pour l'enfant, c'est-à-dire qui ne vit pas. D'ailleurs, la narratrice croit entendre vibrer à l'intérieur de sa maison la plainte et la colère d'une femme enterrée vive, qui serait aussi elle-même, puisque, dit-elle, il se peut que la plainte et la colère portées par la voix inconnue soient venues de moi, comme que ça a été moi, la morte. Et on est invité à penser que c'est effectivement tout à fait le cas. Ravaler, c'est comme une exploration de la folie qui s'étale partout dans le dire explicite du personnage « je suis folle », dit-elle à de nombreuses reprises, mais aussi dans la rhétorique textuelle, comme on le verra. Le nom surdéterminé de la protagoniste, donc Marina Follet, lie l'élément maritime, la maternité et la folie. Folle de son fils, dit-elle, folle tout court, elle se trouve près également de l'état animal. Une chose est certaine, j'encrasse sa vie, je suis une mauvaise bicarbonate de vache. Donc la référence à la petite vache, qui se trouve d'ailleurs dans beaucoup de textes de femmes contemporains, mène aussitôt à l'image de la vache folle, liant la mère à la maladie, à la déraison et au débordement. Ce qui semble l'avoir tuée, c'est la même idéologie qui a tourmenté la protagoniste de Ying Chen, celle de la maternité à tout prix. Une femme qui ne donne pas la vie, dit Marina, ne peut que se l'enlever. Une femme qui ne devient pas mère ne devient rien. Une femme sans enfant fait pitié. La folie de la protagoniste sert donc à exposer la tyrannie de cette norme. Et enfin, s'il est clair qu'Anticor a aussi perdu toute mesure, c'est une autre définition de la folie, la colère dans ce texte l'emporte sur la dépression qu'on sentait chez Ying Chen et dans Ravaler. L'idée de la folie comme procès de l'ordre social est encore plus explicite ici. Le procès de Polytox, c'est celui qu'Anticor intente à ses lois incestueuse, capricieuse, mais aussi à la loi du care, qui impose à la sœur la charge permanente du frère. Ici, le care, en principe douceur et sollicitude, débouche directement sur la violence. Il n'est pas l'antithèse de cette violence, le care, mais sa cause. Je pouvais enfin respirer une fois assassine, dit-elle. Un ordre social, c'est une machine bien huilée qui se reproduit elle-même. À l'inverse, la logique qui régit Game Over est celle de la machine déréglée. La fille-machine, programmée à comprendre, soutenir, réparer, consoler, aider, penser son frère, s'installe au volant du camion qui lui passe à répétition sur le corps. Seule réponse possible à la machine à culpabilité en marche dans ma tête, dans tout mon corps, une machine plus puissante encore, puissante comme un camion-pelle justement. Anticor, devenu machine mortelle, voudrait tuer le sacrifice des sœurs, l'ordre patriarcal, j'insiste sur le mot ordre patriarcal, par un désordre qu'elle veut libérateur. Je crois qu'on peut parler ici évidemment d'un cas extrême, mais aussi exemplaire, dans le sens qui sert de leçon d'un cas dont la terrible violence souligne 1000 abus quotidiens, feutrés, perpétrés contre les sœurs depuis toujours.
par le procès du frère et de la loi qui le protège, par la profanation d'une certaine idée du féminin comme don et disponibilité. Anticorps incarne un féminin terrible, négatif, sale, un féminisme destroy. Mais il faudrait peut-être aussi de ces transgressions pour justement dénoncer la norme. Alors, la forme textuelle maintenant. Femme ingouvernable, geste ingouvernable, folie, qui est aussi procès de normes sociales touchant la maternité et le cœur. Mais la folie imprègne aussi la forme textuelle, qui se fait elle aussi délirante et désordonnée, pour tout dire, elle aussi ingouvernable. Les trois romans ont un fond en principe réaliste. Un décor de banlieue ou de petits villages, des voisins, une situation familiale et d'autres détails qui dérapent à un moment et se transforment en délire. Chez Ying Tian, les nombreux aphorismes et transcriptions des conversations et des débats, bref, une logique argumentative en principe tout à fait normale, tous ces raisonnements conduisent à une conclusion délirante. L'enfant ne doit plus jamais sortir de sa chambre. Il y a donc une sorte de détournement de la logique et de la rhétorique. Chez Martine Rondeau, le langage se fait délire, pur jeu des signifiants, confusion du sens propre et du sens figuré, comme on a vu avec le mot roman, par exemple, à la fois prénom du fils et référence aux écrits de la narratrice. Je donne un seul autre exemple parmi mille. Tout était impensable, comme le fait de cesser de prendre le bain avec mon fils. Je sais que j'aurais tenu à me laver en famille. Le télescopage langagier, la confusion du sens propre et du sens figuré peuvent même être considérés comme une manifestation particulièrement frappante de la folie, et encore. En fait, cette confusion du sens figuré et du sens propre marque tous les récits. La confusion des registres, d'abord, d'une manière générale. Confusion de l'humain et de l'animal. La mère insecte, la mère cannibale, l'enfant porcinet ou sensu. Confusion du dedans et du dehors, enfermer l'enfant, être enfermé, manger l'autre, l'expulser avec violence, percer son corps de trous, etc. Fusion des frontières corporelles. Nous étions littéralement confondus en un seul être, dit Ying Tian d'elle et de son fils. Cet enfant m'appartient, je serai tout, dit Marina Follet. Confusion du propre et du sale, roman dépotoir chez Rondeau, frère ordure, corps cercueil. L'abolition de toutes ces frontières, les frontières étant signe d'acceptation de bornes, de normes, de structures qui maîtrisent et contiennent, est une autre illustration du caractère ingouvernable de ces récits. Autre signe de leur refus des normes, les glissements génériques qui les marquent. Un enfant à ma porte s'approche souvent de l'essai, multipliant les longues réflexions et les discussions sur la maternité au détriment d'une action suivie. Ravalé est une pure coulée fantasmatique et Game Over emprunte évidemment au mythe et au théâtre avec les personnages d'Anticorps et de son frère. Par ailleurs, le monologue à la première personne, mode narratif des trois romans, favorise les glissements entre réel et fantasme. À la fin de son récit, Marina Follet raconte n'avoir jamais eu ni mari ni enfant, ni s'appeler Marina Follet. Bon, et là, alors tout est remis en question, mais en même temps, peut-être que c'est là le mensonge et que tout le reste était vrai quand même, on ne le saura pas. Le roman présente de nombreuses scènes où hantise, en tout cas la mort de l'enfant rapte son rejet de sa mère, qui mêle les âges et les époques, les temps de verbe, allant dans un même passage du présent, passé composé au conditionnel, présent ou antérieur, et les scénarios contradictoires. Rien ne permet d'être sûr si la mère a vraiment eu des relations incestueuses avec son fils ou l'a réellement mangé. L'ébranlement qu'on sent à lire ces confessions, si c'est ça qu'elles sont, amène à épouser le point de vue de la protagoniste et à entrer dans son délire. S'y ajoute la récurrence dans les trois romans des réseaux lexicaux de la maladie et de la mort, les trois romans mettant en scène l'obscène, ce qui est normalement réservé au hors scène, ce qui n'est pas montré, ni même dit, ni même pensé, le corps féminin excessif, la violence familiale, c'est-à-dire que ce sont des romans, pour poursuivre avec la métaphore de Marina, où on lave le linge sale en plein public. Donc en somme, on peut faire un lien entre la dénonciation de la norme sociale, la folie supposée des femmes et une forme textuelle elle aussi délirante. Le délire de ces femmes opère un renversement des valeurs, c'est la norme qui est folle, inopérante et mortelle. La folie n'est pas là où on l'a pensé, donc chez ces femmes individuelles et dans leur utérus ou dans leur tête détraquée, mais dans les normes elles-mêmes par lesquelles elles et leurs textes refusent d'être gouvernés. Leur délire est donc moins un symptôme de leur folie qu'un signe de leur révolte.
Alors, pour récapituler, j'ai voulu montrer par cette lecture que les femmes ingouvernables se trouvent aussi bien dans la fiction canonique que dans la culture populaire et que les figures les plus conformes en principe, la mère, la sœur, peuvent être parmi les plus ingouvernables et du coup contester la famille de l'intérieur. Quand j'étais au bac, il y a plusieurs années maintenant, j'ai entendu une stand-up féministe qui a demandé « What are you going to fight fire with? Tears ?» Et je ne l'ai jamais oublié. Les trois protagonistes que j'ai évoqués ont effectivement dépassé les larmes et c'est leur rage qui est opérante tout au long de leur récit. Enfermées, elles enferment, mais elles font aussi exploser. Donc, revenons sur les deux mots très porteurs, on l'a vu et on le verra encore hier et aujourd'hui, corps et communauté. Ces femmes radicalement seules, privées d'alliés, enfermés dans leur corps stérile ou gravide, enferment à leur tour un frère ou encore un fils réel ou imaginé, comme si elles disaient « Père, mère, fils, mari, société, faites attention, si vous nous poussez trop, ça va exploser ». La communauté que forme la société patriarcale est donc l'objet d'un refus viscéral et vital. Dans les trois romans, le corps des mères et des enfants, le corps du texte et le corps social, le body politic, subissent un même assaut violent. Les femmes folles dérangent, mais l'idée persistante que les femmes sont folles sert au contraire parfaitement bien l'ordre établi. Et si le discours de ces femmes folles était parfaitement sensé, de fait, leur délire délie, dans le sens de délire, lire autrement, et dénonce une folie sociale. Les corps meurtriers, hors normes, les gestes fous dénoncent la norme. Le care par la mère ou par la sœur, l'obligation de maternité, la transformation d'une femme, mère, en verre à soie. Le cœur du care, c'est donc la violence faite aux donneuses de soins. C'est Ying Chen qui le dit le plus clairement, la femme devient verre à soie, la mère devient verre à soie parce que la société a besoin de verre de soie. Elle enferme son enfant parce qu'elle est elle-même enfermée, elle devient abusive parce qu'on a abusé de ses forces et de sa patience. Donc, à la violence masquée, naturalisée de l'ordre socio-familial, ces personnages opposent leur violence ouverte et leur désordre salutaire. Elles finissent mal, mais ce qui compte plus, c'est ce qu'elles veulent voir finir, ce avec quoi elles veulent en finir. L'assignation au care, comme on dit assignation à domicile, comme on dit assassinat. Elles ne créent pas, mais leur destruction est exemplaire. Elles créent. Ce sont des monologues fous qui nous montrent la voie. Merci.